Le génocide des Khmers rouges au Cambodge. Bonjour à tous. Imaginez un pays où, du jour au lendemain, les villes sont vidées de force, les montres confisquées, l'argent aboli, et où posséder des lunettes peut vous conduire à la mort. Un pays où près de 2 millions de personnes, c'est-à-dire un quart de la population totale, périssent en moins de 4 ans. C'est la réalité qu'a connue le Cambodge entre 1975 et 1979, sous le régime des Khmers rouges. Un génocide d'une brutalité sans nom, perpétré au nom d'une utopie révolutionnaire radicale, et qui reste pourtant l'un des épisodes les moins connus des grandes tragédies du XXe siècle. Dans ce chapitre sombre de l'histoire, les Cambodgiens ont vécu une tentative de transformation totale de la société. Les intellectuels, systématiquement exterminés, les familles séparées, les enfants endoctrinés pour dénoncer leurs parents. Un pays entier réduit à un immense camp de travail forcé, où la famine, les exécutions et la torture sont devenus le quotidien. Et ce génocide est d'autant plus troublant qu'il s'est déroulé alors que le monde regardait ailleurs, comme paralysé après la guerre du Vietnam, et que la communauté internationale a mis des décennies à reconnaître pleinement son ampleur. Découvrons aujourd'hui cette page terrible de l'histoire pour comprendre comment un mouvement révolutionnaire a pu transformer un pays paisible en champ d'horreur, et comment cette expérience continue de hanter le Cambodge contemporain. Comme toujours, pour comprendre comment le Cambodge a basculé dans l'horreur, il faut remonter aux racines de ce conflit et explorer le contexte historique qui a permis l'émergence des Khmers rouges. Précisons d'abord que le Cambodge, anciennement connu sous le nom de Kampuchéa, est un pays d'Asie du Sud-Est avec une histoire millénaire glorieuse symbolisée par les temples d'Angkor. Au XIXe siècle, il devient un protectorat français intégré à l'Indochine française. Mais en 1953, le Cambodge obtient son indépendance sous la direction du prince Norodom Sihanouk. Alors Sihanouk est un personnage complexe et charismatique. Dans le contexte de guerre froide, il essaye de naviguer entre les grandes puissances, tout en préservant l'indépendance de son pays. Ainsi, il va adopter une politique qui se veut socialiste et proche du bloc communiste, mais sans rompre totalement avec l'Occident. Alors cette position, qu'on pourrait qualifier d'équilibriste, devient de plus en plus difficile à tenir, surtout avec la guerre du Vietnam qui fait rage à ses frontières. Et pendant ce temps, à l'intérieur du pays, un parti communiste radical, inspiré par les idées maoïstes, c'est-à-dire le communisme revu par Mao en Chine, prend forme. Ces leaders, dont beaucoup ont étudié en France dans les années 1950, y ont été influencés par les idées marxistes-léninistes qui étaient alors en vogue dans les milieux intellectuels parisiens. Et parmi eux, on trouve Salot Sar, qui devient plus tard connu sous le nom de Pol Pot. Et donc ce mouvement communiste cambodgien, très marginalisé au départ, gagne en puissance dans les années 60, surtout dans les zones rurales. Et les événements internationaux précipitent son ascension. Ainsi, en 1970, alors que Sihanouk est en visite à l'étranger, le général Lon Nol, soutenu par les États-Unis, fait un coup d'État. Il destitue le prince, abolit la monarchie, proclame la République mère. Et c'est un nouveau régime qui va s'aligner clairement sur Washington dans le contexte de la guerre du Vietnam. Pensez quand même qu'à l'époque, les Américains mènent une intense campagne de bombardement sur le Cambodge pour détruire les positions vietnamiennes qui utilisent le territoire cambodgien comme un sanctuaire. Et en 5 ans, entre 1969 et 1973, les États-Unis larguent sur le petit Cambodge, c'est un tiers de la France, à peu près en superficie, plus de 2,7 millions de tonnes de bombes, c'est-à-dire plus que le total des bombes larguées pendant toute la Seconde Guerre mondiale. Et ces bombardements vont toucher principalement les zones rurales,
Il provoque des dizaines de milliers de victimes civiles et il pousse les paysans désespérés dans les bras des Khmers rouges, qui apparaissent alors comme les défenseurs de la nation contre l'impérialisme américain. Alors Sihanouk, qui est exilé à Pékin, va s'allier paradoxalement avec eux, qu'il combattait auparavant, pour mieux former un front uni contre le nouveau régime de Lon Nol. Et ça confère une légitimité assez inattendue aux Khmers rouges auprès de nombreux Cambodgiens qui sont restés fidèles au prince. Bon, vous l'aurez compris, le pays sombre dans la guerre civile, elle est dévastatrice, et le régime de Lon Nol, corrompu, inefficace, perd progressivement le contrôle du pays face à une guérilla Khmer rouge qui est, elle, de plus en plus puissante. En 1975, alors que les Américains ont quitté le Vietnam, et que Saigon est sur le point de tomber aux mains des communistes vietnamiens, les Khmers rouges lancent leur offensive finale sur Phnom Penh, la capitale cambodgienne. Le 17 avril 1975, les soldats Khmers rouges entrent dans Phnom Penh. La population est totalement épuisée par 5 années de guerre civile, et elle les accueille d'abord avec soulagement, pensant que la paix va enfin revenir. D'ailleurs, ces images de combattants, souvent très jeunes, entrant dans la ville, font le tour du monde. Les médias occidentaux sont sous le charme de ces libérateurs. Personne n'imagine alors le cauchemar qui va suivre. Ce 17 avril 1975 marque en effet le début d'une des expériences totalitaires les plus radicales du XXe siècle. Les Khmers rouges qui prennent le pouvoir ne se contentent pas de changer de gouvernement. Ils veulent créer une société entièrement nouvelle, purifiée de toute influence occidentale, capitaliste ou urbaine. D'ailleurs, dès leur entrée dans Phnom Penh, ils ordonnent l'évacuation totale de la capitale. L'après-midi même, l'Angkar, l'organisation qui dirige le parti, en donne l'ordre, sous le faux prétexte de bombardements américains imminents. Et en quelques heures, près de 2 millions d'habitants sont forcés de quitter la ville à pied, sans préparation, sans vivres suffisantes, sans savoir où ils vont. On leur promet que ce ne sera que pour 2 ou 3 jours seulement. Et parmi les évacués, des milliers de malades et de blessés qui sont extraits des hôpitaux et abandonnés à leur sort. Beaucoup meurent sur les routes. Des milliers périssent durant cette marche forcée. Les plus faibles sont abattus sur place. Et cette évacuation forcée n'est pas limitée à la capitale. Toutes les villes du Cambodge sont vidées de leurs habitants. Le pays entier est transformé en un vaste camp de travail rural. Le calendrier est changé. 1975 devient l'an 0. Et même le pays change de nom pour être rebaptisé Kampuchea démocratique. En fait, le régime des Khmers rouges impose une restructuration totale de la société. L'argent est aboli, les billets sont brûlés, la banque centrale est dynamitée, les marchés sont supprimés, la propriété privée est interdite. On brûle aussi les livres. Les temples bouddhistes sont fermés ou transformés en prison. Les moines sont sortis de force ou tués. En fait, la population maintenant est divisée en 2 catégories. Ce que l'on appelle le peuple ancien, c'est-à-dire les paysans des zones qui avaient déjà été contrôlés par les Khmers rouges avant 1975, et ce que l'on appelle le peuple nouveau, c'est-à-dire les habitants des villes et tous ceux qui sont suspectés d'avoir collaboré plus ou moins avec l'ancien régime. Et ce peuple nouveau est soumis aux pires persécutions. En fait, l'objectif des Khmers rouges est de bâtir une société nouvelle sur une ultra-révolution maoïste axée sur l'agriculture. Et donc, il faut transformer la population en une société d'agriculteurs purs. Pour eux, d'ailleurs, la vie urbaine est décadente, les citadins sont vus comme des exploiteurs et doivent donc être rééduqués au champ. Mais ce n'est pas tout. Les familles sont séparées. Les enfants sont placés dans des camps d'endoctrinement, où on leur apprend à vénérer l'Angkar et à dénoncer leurs parents, s'ils expriment le moindre doute sur le régime. Toute liberté individuelle est supprimée.
Les déplacements sont interdits, tout comme le commerce privé ou l'accès à la médecine. Même les démonstrations d'émotion ou d'affection sont proscrites. On ne peut pas plaisanter, on ne peut pas se divertir, on ne peut pas chanter, à part des chants révolutionnaires. Et la moindre infraction, même mineure, entraîne la mort. C'est une politique de déshumanisation totale. Et d'ailleurs, les papiers d'identité sont supprimés et les populations régulièrement déplacées pour couper tous les liens avec une région d'origine. Même les nouveau-nés sont retirés à leurs parents pour être éduqués par le régime. Les mariages, ils sont organisés par l'État et les époux ne se connaissent pas. Bah oui, tout le monde se vaut, selon l'Ankar. Alors pourquoi en préférer un plutôt qu'un autre? Et d'ailleurs, une fois mariés, les époux doivent consommer le mariage. Et des espions du régime s'en assurent en allant écouter près des maisons. C'est d'ailleurs les seules relations sexuelles qui sont autorisées. Et la répression est particulièrement féroce contre les intellectuels, qui sont considérés comme étant infectés par les idées occidentales. Porter des lunettes, parler une langue étrangère, avoir fait des études supérieures, sont des motifs suffisants pour être exécutés. On rapporte même que les Khmers rouges tuent ceux qui ont la peau trop blanche ou les mains trop douces, un signe qu'ils n'étaient pas habitués au travail manuel. Et les francophones, qui sont associés à l'élite colonisée du temps de l'Indochine, sont particulièrement traqués et décimés. Alors il y a les hommes, mais il y a le matériel aussi, tout le matériel occidental, les voitures, les radios, les bicyclettes, même les machines à coudre, tout ça c'est interdit. Et donc dans les campagnes, la population est forcée de travailler dans d'immenses rizières collectives, souvent plus de 12 à 14 heures par jour, avec des rations alimentaires minimales. Là on parle des hommes, mais on parle des femmes, des vieillards, et même des enfants, à partir de 5-6 ans, puisque l'école est interdite. Et donc tout le monde est obligé de travailler dans les champs. Alors, l'objectif officiel est de tripler la production de riz. Mais la désorganisation et l'incompétence des cadres Khmers rouges, souvent des jeunes sans aucune expérience agricole, ça conduit à des famines massives. La ration tombe à 10 grammes de riz par personne. 10 grammes. Et cette famine est utilisée évidemment aussi comme un moyen de pression. On l'aura compris, Pol Pot, qui est surnommé frère numéro 1, et ses lieutenants comme Nuon Chea ou Lang Tsari veulent créer une société agraire autarcique, débarrassée de toute influence étrangère. Mais attention, une société de privilèges, car seuls les Khmers rouges et les citoyens de plein droit reçoivent une alimentation complète. Les autres se contentent de ce qui reste. Le régime est aussi caractérisé par un secret absolu. Pendant longtemps, l'identité des dirigeants que je viens de vous citer reste totalement inconnue, tant à l'étranger qu'à l'intérieur du pays. Et les Cambodgiens sont maintenus dans l'ignorance de qui dirige réellement le pays, et cette opacité, vous l'aurez compris, participe à la terreur généralisée. Les purges politiques internes sont constantes. Pol Pot, qui est paranoïaque, voit des traîtres partout. Et des milliers du cadre du parti sont envoyés à l'étude, comme on dit. Des centres de rééducation dont on ne revient pas, comme le centre S21, une ancienne école transformée en centre de torture et connue sous le nom de Tuol Sleng. Sur les 18 000 personnes qui y sont détenues pendant les 4 années du régime, dont 1200 enfants, seules 7 personnes survivent. Ils m'ont torturé 12 jours et 12 nuits sans relâche. Ils m'ont arraché les ongles. Tant qu'on n'avouait pas, ils nous frappaient. Ils nous torturaient à l'électricité. Les méthodes des Khmers rouges sont d'une cruauté inimaginable. Dans les killing fields, comme celui de Chuang Eg près de Phnom Penh, les prisonniers sont exécutés à coups de houx ou de barres de fer pour économiser les balles. Les enfants sont saisis par les jambes et leurs têtes fracassées contre les troncs d'arbres. Ces méthodes visent non seulement à éliminer les ennemis, mais aussi à terroriser la population. Et surtout, à faire disparaître. Il ne doit rester aucune trace de ceux qui ont été exécutés. Pas de nouvelles aux familles, pas de funérailles, pas de tombes. Et le régime est également caractérisé par un niveau d'endoctrinement extrême. Les slogans Khmers rouges comme « Te perdre n'est pas une perte, te garder n'est d'aucune utilité » ou «
Mieux vaut tuer par erreur que de laisser échapper un ennemi. Ces slogans révèlent la mentalité qui préside au génocide. Et dans ce contexte de terreur absolue, certains survivent en se rendant invisibles, en reniant leur passé, en cachant toute connaissance ou compétence qui pourrait les identifier comme ennemis de la révolution. Les minorités ethniques et religieuses sont particulièrement ciblées. Les Cham, les musulmans, les Vietnamiens, les Chinois et les moines bouddhistes subissent des persécutions spécifiques. Le bouddhisme, qui est pourtant la religion traditionnelle du Cambodge, est pratiquement éradiqué. Et pendant ce temps, la communauté internationale reste largement silencieuse. Les Khmers rouges maintiennent le pays dans un isolement presque total. Les rares journalistes autorisés à visiter le Cambodge sont soigneusement guidés, et ils ne voient que ce que le régime veut bien leur montrer. Il y a même certains intellectuels occidentaux, comme Noam Chomsky, ou même des journalistes de quotidien, comme dans Le Monde ou Libération, qui se laissent aveugler par le régime. Alors proches des idées tiers-mondistes, ils sont fascinés par l'idée d'une révolution agraire radicale, et ils refusent même de croire aux rapports qui filtrent sur les atrocités commises. Malgré tout, quelques milliers de Cambodgiens réussissent à s'enfuir vers la Thaïlande et témoignent de l'horreur. Mais leurs récits sont souvent minimisés ou considérés comme de la propagande anticommuniste. En fait, le cauchemar des Cambodgiens prend fin de manière totalement inattendue. Le 25 décembre 1978, l'armée vietnamienne lance une offensive massive contre le Kampuchéa démocratique. En 2 semaines, elle balaye la résistance Khmer rouge et entre dans Phnom Penh le 7 janvier 1979. Alors attention, cette intervention n'est pas motivée du tout par des considérations humanitaires. En fait, c'est surtout un conflit entre 2 pays communistes. Le Vietnam, qui lui est soutenu par l'URSS, et le Cambodge de Pol Pot, qui lui a été soutenu par la Chine. Et aussi les Khmers rouges qui ont effectué des incursions meurtrières dans les villages frontaliers du Vietnam, ce qui explique au bout d'un moment que Hanoï a décidé d'y mettre un terme. Et l'arrivée des Vietnamiens révèle au monde l'ampleur du désastre. Au Cambodge, il n'y a plus rien. Les choses de la vie les plus simples, un peu d'eau, une poignée de riz, un toit, quelques lieux familiers, une famille, tout ça a disparu, volatilisé. Rarement à ma connaissance, un pays est autant à refaire totalement. Les journalistes qui entrent dans le pays découvrent des scènes apocalyptiques, des charniers, des centres de torture, des témoignages d'atrocités inimaginables. Les estimations parlent d'environ 2 millions de morts sur une population de 7,5 millions, soit un quart des Cambodgiens. Pourtant, dans le contexte de la guerre froide, la réaction internationale est ambiguë. Les États-Unis et la Chine, opposés au Vietnam et à son allié soviétique, continuent de reconnaître diplomatiquement les Khmers rouges, comme le gouvernement légitime du Cambodge, malgré les preuves accablantes de leurs crimes. Oui, c'est que les Khmers rouges, chassés du pouvoir, se sont repliés dans les zones frontalières avec la Thaïlande, d'où ils mènent une guérilla contre le nouveau gouvernement soutenu par le Vietnam. C'est une nouvelle guerre civile qui va durer encore près de 20 ans. Alors Pol Pot meurt en 1998, apparemment d'une crise cardiaque, sans avoir été vraiment jugé pour ses crimes. Après sa fuite dans les régions frontalières, il avait continué à diriger les Khmers rouges en exil, jusqu'en 1997, où il est renversé par ses propres partisans et placé en résidence surveillée. Et ce n'est qu'en 2006, soit 31 ans après, que des chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens sont établies, avec le soutien des Nations Unies, pour juger les principaux responsables Khmers rouges encore en vie. Le premier procès concerne Keng Geng Yav, alias Duc, directeur du centre de torture S21, qui est condamné à la prison à perpétuité en 2012. Nguyen Chea et Khieu Samphan sont également condamnés à la perpétuité en 2014, puis à nouveau en 2018 pour génocide. C'est d'ailleurs seulement en 2018 donc
qu'on emploie officiellement le terme génocide pour ce qui s'est passé au Cambodge avec le régime de Pol Pot. Mais même s'il y a quelques condamnations, de nombreux responsables échappent à la justice en raison de leur âge avancé ou de leur décès. Aujourd'hui, plus de 45 ans après ces événements, le Cambodge reste profondément marqué par ce traumatisme national. Sur le plan démographique, le pays porte encore les cicatrices du génocide. Une génération entière d'intellectuels, d'enseignants, de médecins, d'artistes a été décimée, créant un vide dans la transmission des savoirs et de la culture. Le tissu social cambodgien a été déchiré. Des familles ont été séparées, des milliers d'enfants sont orphelins, des communautés entières ont été détruites. Et la confiance entre les personnes, qui est le fondement de toute société, a été profondément ébranlée par des années où la délation était encouragée et où chacun pouvait être un espion de l'Angkar. Sur le plan psychologique, les traumatismes sont immenses. Une étude a montré que près de 30% des Cambodgiens souffrent de syndrome de stress post-traumatique, même des décennies après les faits. Et le silence s'est souvent imposé comme mécanisme de défense. Beaucoup de parents n'ont jamais raconté à leurs enfants ce qu'ils avaient vécu. En fait, la mémoire du génocide reste un sujet complexe, et parfois instrumentalisé politiquement. D'ailleurs, de 1985 à 2023, le gouvernement de Hun Sen, lui-même un ancien Khmer rouge qui avait fait défection vers le Vietnam, a privilégié une forme d'amnésie collective au nom de la réconciliation nationale, quoi. Et sur le plan politique, le traumatisme des Khmers rouges sert parfois à justifier des restrictions aux libertés. Par exemple, ce n'est que très récemment que l'enseignement de cette période est devenu obligatoire dans les écoles cambodgiennes. Auparavant, de nombreux jeunes Cambodgiens grandissaient sans véritable connaissance de ce pan crucial de leur histoire nationale. Alors oui, il y a des sites de mémoire, comme le musée du génocide de Tuol Sleng, l'ancienne prison S21, ou le mémorial de Chuang Ek, qui attire aujourd'hui de nombreux touristes. Mais il reste des lieux douloureux pour les Cambodgiens, et il pose la question universelle de comment représenter l'horreur sans la banaliser. Les Khmers rouges ont tenté de détruire toute trace du passé cambodgien pour créer leur utopie meurtrière. Aujourd'hui, c'est paradoxalement la préservation de la mémoire de cette période terrible qui permet au Cambodge de reconstruire son identité et d'avancer vers l'avenir. Car si le génocide a montré la capacité de destruction de l'être humain, la résilience dont font preuve les Cambodgiens témoigne aussi de notre capacité à reconstruire, à guérir et à espérer malgré tout. Merci d'avoir écouté cet épisode sur cette page sombre mais essentielle de l'histoire contemporaine. Si vous l'avez aimé, vous pouvez me le dire sur Apple Podcast ou encore sur Spotify. La section commentaires est ouverte. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle page d'histoire.